Et c'est l'heure à présent du focus du jour. Nous prenons la direction de la Centrafrique. Près de 3 mois après la chute du président Bozizé, les autorités, à commencer par le président de transition issu de la rébellion, Michel Djotodia, considèrent que la situation s'est stabilisée. Dans les faits pourtant, les tensions restent vives. Les exactions se sont même multipliées à Bangui, la capitale, mais aussi dans les provinces devenues quasi inaccessibles. Chaque jour, pillages, règlements de compte, enlèvements et viols ébranlent le quotidien des Centrafricains qui en viennent à regretter l'ancien régime. Une population, vous allez le voir, dans la tourmente. Voyez tout de suite ce reportage signé de nos envoyés spéciaux Farouk Atig et Boris Égère. Nous voulons de l'action, Jour de messe à l'église Saint-François d'Assise. La bonne humeur est au rendez-vous, mais depuis le coup d'État du 24 mars, les chrétiens vivent dans la peur. Les fidèles viennent donc trouver ici un peu de réconfort dans la prière. À 7 h du matin, l'église est déjà bondée. Ce jour-là, c'est l'archevêque en personne qui prononce l'homélie. À l'issue de la cérémonie, il nous interpelle sur la responsabilité du gouvernement dans les nombreux pillages qui ont frappé sa communauté. Les ministres qui circulent avec des véhicules, qui rendent ces véhicules-là, c'est là ce que nous attendons de ce gouvernement. Il est gouvernement, il ne veut pas la nuit bananière, que les généraux qui ont des véhicules, qui les restituent. À quelques kilomètres de là, l'ambiance n'est pas vraiment à la fête. Avec la recrudescence des exactions attribuées aux rebelles de la Séléka, les plus hauts dignitaires musulmans sont venus lancer un appel au calme aux commandants des principales factions. Quelques ministres du gouvernement sont aussi de la fête. Les imams qui ont investi beaucoup dans la rencontre ne cachent pas une certaine déception, car les discours des politiques sont expédiés en à peine quelques minutes. Il n'y a pas eu beaucoup de discours pour vraiment sensibiliser, moraliser les militaires. Il n'y a pas eu assez vraiment de moralisation. Au moment de quitter les lieux, nous interpellons plusieurs enfants soldats. Beaucoup d'entre eux viennent de la brousse. La plupart ont participé à la libération de Bangui fin mars. Leur présence ne semble choquer personne, mais le sujet reste tout de même sensible. 17 ans, mais Koumarian pourrait tout aussi bien en avoir 15. Entré dans la rébellion il y a 2 ans, il nous raconte hors caméra avoir déjà tué 7 personnes. Au moment de nous en dire plus, un homme lui intime l'ordre de ne pas s'exprimer davantage. Non, pas de l'interview. Quartier fou dans le 4e arrondissement. Nous accompagnons une colonne de la FOMAC qui se prépare à saisir un véhicule volé par un rebelle. Sur place, la propriétaire de la maison, fonctionnaire du gouvernement, raconte qu'elle a été forcée par un certain commandant Ousmane de conserver le pick-up dans sa concession. Difficile de dire si elle est de mèche ou non. Il n'y a pas de pneu? Lui-même, il a pris les... Bon. Oh, papa, toi, avec les Séléka, qu'est-ce que tu peux leur dire? Quand on est venu prendre mon mari avec le fusil, l'amener, vous-même, vous connaissez la situation dont les gens traversent en ce moment. Le dénommé Ousmane finit par arriver sur les lieux. Petite frappe qui a multiplié les larcins, l'homme sent l'alcool à plein nez. Quand nous lui demandons s'il reconnaît les faits, voici sa réaction. Nous sommes tous des pilleurs, nous sommes des rebelles. Nous étions des rebelles, maintenant nous sommes des loyalistes. Vous n'avez pas le droit de me poser la question, je vous le dis, et que ça s'arrête là maintenant. Vous n'avez pas le droit de me poser la question. Oui, à vos autres, mon collègue. Des voisins nous interpellent alors discrètement au sujet d'Ousmane. Selon eux, l'homme a du sang sur les mains. Il dit que si quelqu'un prend cette véhicule-là, il tue les gens de ce quartier. Moins d'1 heure plus tard, Ousmane repart libre et sans la moindre injonction. Qui t'a gardé le véhicule? Il finit même par soutirer quelques billets au propriétaire pour couvrir les frais de gardiennage. Retour au quartier général de la FOMAC. Cette femme venue solliciter les services de la mission africaine vient de subir une tragique mésaventure. Mon mari est italien, il était sorti pour faire les courses ce matin. Moi aussi, j'étais pas à la maison. Et les voisins m'ont appelé pour me dire que les Séléka sont chez moi. Ils ont pris mes 2 enfants. Ils ont pris les enfants en otage. Ils ont dit que si mon mari ne sort pas, ils vont emporter les enfants. À l'hôpital de l'Amitié, nous faisons la connaissance du responsable de la maternité, condamné à travailler 6 jours sur 7 alors qu'il n'est lui-même plus payé.
L'enthousiasme de ce médecin semble intact, mais sa fonction dépasse très largement ses prérogatives avec les cas de viol qui ne cessent de se multiplier. Ce sont pour la plupart des cas des femmes qui sont parties acheter des marchandises au niveau de Sibuit quand les Séléka étaient encore dans ce secteur. Il y a eu également une femme qui était déjà enceinte, qu'ils ont eu à faire leur aventure dessus. Psychologiquement, la femme est totalement battue. On comptait autour de 2000 enfants soldats avant le coup d'État. Il serait désormais plus de 4000. Devant les locaux de l'UNICEF, d'anciennes jeunes recrues viennent tenter leur chance. Que leur embrigadement ait été volontaire ou forcé, ils souhaitent se démobiliser en l'absence de salaire et surtout la faim au ventre. Éloge leur explique qu'ils peuvent être pris en charge sous conditions. Vous vous connaissez ? À l'intérieur, les adolescents retrouvent d'autres camarades qui vont les uns après les autres être interrogés par une psychologue. Ceux qui tenteraient de tricher sur leur âge devront rebrousser chemin. Le risque d'être réembrigadés reste pour eux l'option la plus probable en l'absence de famille proche.